On va passer au dernier exposé de l'après-midi. J'accueille Madame Valérie Musset, qui est chercheuse en photométrie des revêtements dans le groupe Revêtements et Lumière du CEREMA de Strasbourg. Elle fait partie de l'équipe de recherche qui s'appelle ENDSUM, qui veut dire évaluation non destructive des structures et des matériaux. Comment un revêtement routier influence-t-il les calculs d'éclairage? Bonne question, me direz-vous. Eh bien, sont-ils toujours si représentatifs de nos fameux calculs d'éclairage? Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du groupe Revêtements et Lumière. Alors, Revêtements et Lumière, c'est un groupe qui existe depuis une bonne quinzaine d'années et qui a l'originalité de regrouper à la fois des chercheurs, mais des spécialistes de l'éclairage, il y a des gens de l'AFE, mais également des gens qui construisent des routes. Et ça, c'est enfin, pour finir, des gestionnaires. Donc, on conduit depuis de nombreuses années des travaux ensemble, parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bien souvent, l'éclairage et les revêtements, c'est des structures qui sont plutôt en silo. Et dans les villes, par exemple, c'est des services qui sont complètement différents et les gens ne parlent pas la même langue, ne se comprennent pas toujours. Et donc, en fait, l'idée de ce groupe, c'est un petit peu de travailler ensemble pour faire évoluer un petit peu la connaissance et les pratiques de tout le monde. Donc, je vais vous présenter un petit peu nos travaux les plus récents. Alors, vous connaissez bien le dimensionnement des installations d'éclairage. Ça dépend de paramètres spécifiques au site, le type de route, sa géométrie, son usage. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît toujours. Ça dépend des caractéristiques photométriques de la source lumineuse. Là aussi, on trouve ça dans les catalogues. Les fabricants connaissent parfaitement leur source. Et en plus, il y a eu quand même ces dernières années de merveilleuses innovations technologiques avec l'arrivée des LED, avec des possibilités d'ajustement qui offrent vraiment de nombreuses perspectives. On en a parlé depuis 2 jours. Le parent pauvre là-dedans, c'est quand même les caractéristiques photométriques de la route. Et en fait, les caractéristiques photométriques de la route, en général, on ne les connaît pas et on ne les mesure pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la photométrie routière? Alors, en fait, il y a dans la norme EN 13201, mais également dans des documents de référence de la CIE, on a défini la photométrie de la route. Alors, la photométrie de la route, c'est la façon dont la route réfléchit la lumière. Donc, c'est un rapport entre la luminance et l'éclairement. Et on a spécifié, donc c'est la CIE qui a fait ça, des distances, enfin une géométrie de référence. En fait, on considère la route avec un angle d'observation, on la regarde selon un angle d'observation de 1 degré. Donc on va la regarder à 86 mètres. Et on a défini des coefficients de luminance réduits. Et en fait, on a décidé que pour caractériser une route, on allait l'éclairer selon environ 400 angles d'éclairage. Et pour chacun de ces angles, on allait mesurer la quantité de lumière qui allait être réfléchie et que ça allait constituer une table R. Alors cette table R, elle a 400 coefficients, c'est pas non plus évident. Donc on a défini, toujours dans des soucis de simplification, 2 paramètres, un coefficient de clarté et un coefficient de spécularité. Donc vous avez ici une représentation sous forme de volume. Et pour simplifier, le coefficient de clarté, en quelque sorte, c'est l'intégrale de ce qui va être réfléchi quand on a l'éclairage dans toutes les directions. Et le coefficient de spécularité, c'est le rapport de 2 valeurs. Et encore une fois, pour simplifier, on peut dire que c'est l'effet miroir de la route. Alors, comme on ne mesure pas la chaussée bien souvent, en fait, la CIE a défini des tables types. Et en France, on utilise les tables types R1 à R4. Alors, comment ont été définies ces tables? En fait, ça partait du principe qu'on faisait peut-être une mesure. Et en fonction de la spécularité, donc de la brillance, on définit 4 tables. R1, R2, R3, R4. Et pour ces tables-là, on a mis un solide photométrique. Donc ici, c'est une représentation en 2 dimensions des caractéristiques de la route. Et on a 4 tables types avec des valeurs. Et ces tables, vous les retrouvez dans tous les logiciels d'éclairage. Et la question qui se pose, c'est quel est le choix de la table quand les mesures sont très rarement réalisées, mais j'en parlerai tout à l'heure.
Donc, alors, comment on contrôle et on dimensionne une installation d'éclairage? On fait ça entre deux luminaires, ça c'est très classique, avec un angle d'observation à 1 degré, et on va mesurer sur des points du maillage une luminance. Et à partir de cette luminance mesurée sur ces différents points, on va calculer une luminance moyenne et des uniformités générales et longitudinales. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? En fait, aujourd'hui, on fait beaucoup de relamping, on change les éclairages des anciennes installations éclairage et on les remplace par du passage à des LED. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? En général, on utilise encore énormément les tables de référence de la CIE parce qu'en fait, les gens, globalement, ne font pas de mesures. Et j'ai participé à un groupe de travail européen où on a fait un sondage dans le monde entier. Et en fait, je dirais que partout dans le monde, on utilise ces tables types. R3 en France et souvent C2 dans d'autres pays, mais globalement les deux se ressemblent un petit peu. Alors ce graphique, j'en aurai d'autres comme ça tout à l'heure. Dans l'axe X, il y a Q0, donc un peu la clarté pour simplifier, et S1, c'est la brillance ou spécularité. Et en fait, moi, la question à laquelle je vais vous répondre, enfin non, je vais essayer de vous faire réfléchir et sur laquelle on a travaillé, c'est est-ce qu'il est possible de faire un éclairage de qualité sans prendre en compte cette fameuse photométrie des revêtements? Donc c'est vraiment l'objectif de ce groupe et l'idée qu'on a eue, comme les gens ne mesurent pas souvent, c'est qu'on s'est dit on va faire une bibliothèque. Une bibliothèque des revêtements classiques, une bibliothèque des revêtements innovants afin de faciliter les choix des éclairagistes et de développer des outils à destination de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a choisi, donc avec tous les gens qui étaient dans le groupe de travail, des revêtements. Donc, il y a des revêtements bitumineux, il y a des asphaltes de trottoir, il y a des bétons de ciment, il y a des bétons préfabriqués, il y a des pierres naturelles. En fait, des surfaces qui, à ma connaissance, n'avaient quasiment jamais, voire jamais été mesurées. On les a mesurés avec un gonioréflectomètre dont on dispose au CEREMA. Et on les a mesurés à l'état initial, donc neufs, ils avaient été fabriqués pour l'étude. On les a mis à vieillir pendant 30 mois et ensuite on les a à nouveau mesurés. Alors je vais maintenant vous présenter les résultats. Donc, alors c'est un peu pas évident comme graphique, mais ce qu'il faut retenir, c'est donc à nouveau un coefficient de clarté en X, spécularité en Y. Les croix ou les points, c'est les mesures à T0 et le bout des flèches, c'est les mesures à T30. Et les carrés noirs, c'est les revêtements type de la CIE que vous utilisez tous. Alors bon, il n'y a pas besoin de regarder en détail le graphique pour voir que il n'y a pas beaucoup de revêtements qui correspondent aux revêtements type. On a une énorme variabilité des caractéristiques des revêtements et on voit que les tables types ne représentent pas du tout cette diversité. On a aussi retrouvé des choses connues qui sont que les revêtements bitumineux, quand ils sont recouverts de leur film de bitume, ils sont très spéculaires. Très rapidement, un petit zoom sur la même courbe. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Globalement, ça aussi, c'est des choses qui sont plutôt connues. La spécularité, la brillance baisse avec le temps. Ça, effectivement, le bitume s'en va. Donc, on a des choses qui au fur et à mesure, les revêtements deviennent plus diffus. Et globalement, Q0 baisse avec le temps pour les revêtements qui étaient initialement très, très clairs. En général, ils s'encrassent un petit peu. Et Q0 augmente avec le temps pour les revêtements qui étaient initialement sombres. Ici, je vais vous montrer, alors on a fait pour nos études d'éclairage que je vais vous présenter après, on a fait un focus sur 7 revêtements. Vous avez à gauche une photo à l'état neuf et à droite une photo après 30 mois. Ici, vous avez mes deux tables R type, R1 et R3. Et vous avez ici, en fait, en bleu, les mesures réalisées initialement et en rouge, les mesures réalisées après 30 mois. Donc, comme vous le voyez, comme c'était montré différemment tout à l'heure, on a une diversité qui est énorme et on a une évolution au cours du temps qui est énorme. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
Donc en fait, on s'est dit, bon, maintenant, on va simuler ça dans des cas d'éclairage. Et en fait, c'est quelqu'un de l'AFE qui nous a fait les calculs. Et en fait, on a pris 2 cas, une route résidentielle à 2 voies et un boulevard urbain. Et on a regardé, voir est-ce qu'on était capable de respecter les préconisations de la norme. Donc on a fait 2 cas pratiques, un relamping, enfin un nouveau dimensionnement classique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un revêtement type R3, ce que tout le monde fait en général. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, nous, on a fait nos mesures, hein. On considère que la géométrie ne va pas changer. Et donc, on ne bouge pas les mâts. Mais par contre, on va utiliser dans nos calculs les caractéristiques qu'on a mesurées à T30. Et on va voir ce que ça donne. Et on va regarder ce que ça donne sur les critères de qualité. Donc, je vais présenter les résultats uniquement pour la route résidentielle, parce que ça fait beaucoup de chiffres. Donc, vous avez ici nos 7 revêtements. Donc, il y a des bitumes, il y a du bitume brut, il y a des revêtements initialement traités, il y a des bétons, il y a des asphaltes. Vous avez ici, donc on voulait 0,75. Et à droite, vous regardez la conformité avec la norme. Donc, on a pris un R3. Et en fait, il n'y a qu'un seul cas ici où la norme est respectée. Et si je regarde à T30, là aussi, j'ai très peu de cas où la norme est respectée. Et en fait, finalement, alors il faut dire, on avait fait les calculs avec des revêtements plutôt clairs, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, hein, faire des revêtements un peu innovants qui peuvent permettre de faire des économies d'énergie. Mais globalement, on a un suréclairage qui était monstrueux, alors qu'on s'est demandé 0,75 candela par mètre carré. Sur certains revêtements, on avait un 40. Donc, je ne vous dis pas les économies d'énergie qu'on peut faire là-dessus. Et en plus, on a une mauvaise, voire une très mauvaise uniformité à l'état initial et stabilisé, ce qui risque de poser des problèmes de sécurité. Avec notre autre cas d'étude, on avait les mêmes résultats, très peu de conformité. Et maintenant, quand on fait notre dimensionnement en mettant dans le logiciel d'éclairage les caractéristiques du revêtement, et là, qu'est-ce qu'on a? On a un éclairage conforme à la norme, sans aucun souci, avec des niveaux proches des 0,75 demandés et des uniformités qui sont conformes également. À l'état T0, vous aviez vu qu'il y avait des grandes différences, donc là, on n'est pas toujours conforme, mais il faut savoir que les revêtements, quand même, ils évoluent plutôt sur un an. Donc, globalement, si je considère les revêtements stabilisés, la norme est toujours respectée, je fais des économies d'énergie. Par contre, en considérant l'état neuf, la norme n'est pas toujours respectée. On a eu les mêmes résultats, des conclusions très très proches sur le boulevard urbain. Je vais essayer de synthétiser. Donc, ce qu'on a fait, effectivement, c'est caractériser la photométrie de chaussée urbaine classique, mais aussi innovante, à leur état initial et stabilisé. On a montré qu'il y avait une grande diversité de comportements qui n'étaient pas du tout représentés par les chaussées types de la CIE. Alors, une des limites de l'étude, quand même, c'est que on n'a pas fait des carottes de revêtement réel, c'est des échantillons, on a laissé vieillir en extérieur. Donc, c'est pas tout à fait, ça peut pas être généralisable tel quel. Par contre, c'est peut-être quand même pertinent pour les chaussées urbaines où il y a peu ou pas de trafic. On a montré que l'évolution était importante dans le temps. Et là, pour le coup, on est complètement en phase avec les anciennes recommandations de la CIE qui préconisaient toujours de considérer les caractéristiques stabilisées des revêtements. Et en fait, notre travail actuellement, c'est bien de constituer une base de données de revêtements urbains. On les a caractérisés après 30 mois et T0 avec l'angle d'observation conventionnel de 1 degré. Mais on a aussi prévu de faire une caractérisation à d'autres angles d'observation plus appropriés pour de l'éclairage urbain. On va faire des mesures à 10 degrés. Actuellement, au niveau européen, il y a des débats qui sont en cours sur qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme angle pour les applications urbaines. Et toutes ces connaissances pour alimenter le groupe technique 450 de la CIE sur photométrie des revêtements et éclairage, groupe que je pilote.
Et donc, un de nos objectifs dans ce groupe de la CIE, c'était peut-être de proposer de nouveaux revêtements types. On se rend compte avec tout ce qu'on a fait que c'est pas si simple, parce qu'il y a une diversité qui est tellement grande. Et on réfléchit aussi sur la nécessité de définir d'autres angles d'observation adaptés aux vitesses urbaines et à tout type d'usagers. Les questions qui se posent, c'est quel angle prendre ? Ça, c'est une première question. Puis en fait, quels sont les besoins réels des usagers? Parce qu'on l'a bien vu là, au travers des uns et des autres, il n'y a peut-être pas besoin d'éclairer autant que ce qui est fait dans la norme. Mais il y a un moment, si on change l'angle, on va faire d'autres calculs. Mais voilà, de quoi a-t-on besoin? Donc ça, c'est vraiment encore des choses, des questions qu'on se pose et qui ne sont pas faciles. Et donc, je vais reboucler sur ma question. Est-il possible de réaliser un éclairage de qualité sans considérer la photométrie des revêtements? Si on regarde la base de nos premiers résultats sur 7 revêtements clairs, en fait, on peut quand même dire que si on utilise les revêtements types de la CIE, on ne respecte pas la norme. Si on a mis en place des revêtements clairs, et aujourd'hui, il existe quand même de nombreux revêtements clairs qui peuvent être utilisés, on a vraiment des forts suréclairages et on a également de mauvaises, voire des très mauvaises uniformités. Et que par contre, si on connaît les caractéristiques des revêtements et qu'on les prend en compte dans le dimensionnement de l'installation d'éclairage, on peut faire un éclairage de qualité et on peut vraiment faire des économies d'énergie substantielle, puisqu'en fait, vous avez vu dans ces 2 jours, on peut gagner 50% en mettant de l'éclairage à LED, mais en plus, si vous mettez un revêtement clair, vous gagnez encore 50% dans certains cas. Donc, vous voyez, ça rajoute encore... voilà, il y a de la marge de manœuvre encore. Et donc, la prochaine étape, mais en fait, on l'a fait depuis que j'ai fait mon exposé, on a réalisé les calculs sur la base de données complète. J'ai choisi de ne pas l'ajuster parce que c'était trop compliqué, mais les résultats, ça confirme en fait ce qu'on avait montré sur les 7. Et oui, je dirais que la photométrie des revêtements est essentielle pour réaliser un éclairage de qualité, à la fois pour des aspects environnementaux et de sécurité. Ah, c'est pas, ouais, il me manque un dernier truc. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que... en fait, même l'histoire que les revêtements au début peuvent être très brillants, en fait, on peut faire des éclairages comment dire, on peut faire des traitements de surface des revêtements pour qu'on enlève tout de suite le film de bitume ou prendre d'autres revêtements. Et donc ça, c'est intéressant. Et en fait, les nouvelles perspectives aussi, c'est l'éclairage. C'est tout ce qu'on peut faire avec l'éclairage adaptatif. On pourrait très bien imaginer, effectivement, on commence à le voir, hein, différentes photométries pour s'adapter à l'effet miroir du début et puis et ensuite l'état stabilisé. Voilà. Et donc j'ai mis ici un certain nombre de références si vous voulez en savoir plus. Merci. Merci Madame Musset pour cet exposé scientifique.